Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Oui. C'est des petits oui. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Oui. J'ai toujours rêvé de faire ça. Bienvenue à tous, merci beaucoup d'être présents, des têtes que l'on a déjà vues cet après-midi dans le cadre de la première journée de Chimie et Terroir. Et donc, aujourd'hui, nous allons vous parler évidemment de tapisserie, la couleur, plus précisément les couleurs dans la tapisserie. Et on a un line-up assez intéressant pour en parler. Nous avons tout d'abord Romain Bonneau. Tu es professeur d'histoire-géographie au lycée Eugène Jameau, du côté d'Aubusson. Côté d'Aubusson, tout à fait. Tu es aussi président des Amis de la Cité de la Tapisserie, oui, c'est ça le terme exact? C'est ça. Ensuite, eh bien, on va aussi discuter avec Nadia Petkovic. Je prononce bien ton nom. Super, parfait. Je te donne aussi un micro. Delphine, ensuite, Mangeré. Donc, toi, tu es dessinatrice cartonnière. Oui. Alors, je vais te proposer de partager ton micro avec Emmanuel Limenton. Donc là, on va être sur l'aspect chimie. La première question que je me posais, alors je sais pas, on dit souvent que la tapisserie, l'épicentre, c'est le moment du début du bas Moyen-Âge, du haut Moyen-Âge. Je suis très nul en période historique, pardonne-moi. Mais en fait, la tapisserie, ça remonte à beaucoup plus longtemps. Là, on parle de la tapisserie occidentale qui arrive au Moyen-Âge, mais... Oui, bien sûr, la tapisserie occidentale va se développer vers la fin du Moyen-Âge, le 14e, 15e siècle, effectivement. Mais la tapisserie, c'est un art textile, un art tissé. Cet art tissé, on le retrouve effectivement dans d'autres civilisations depuis l'Antiquité. Puisqu'on sait par exemple qu'on a trouvé sur une image en Égypte ancienne un métier à tisser qui a été représenté. Voilà, d'autres civilisations aussi, voilà, c'est ici, vous l'avez ici représenté. Mais d'autres civilisations, comme les civilisations orientales, chinoises ou aussi mésopotamiennes, ont fait de l'art textile, c'est-à-dire de la décoration à partir justement d'objets qui ont été tissés. Alors on l'a dit, les tapisseries de manière générale, on peut les utiliser de manière assez pragmatique pour isoler voilà, les grandes pièces des châteaux forts, au niveau diplomatique, voilà, pour les cadeaux entre pays, entre dirigeants, en extérieur pour les grands événements. Mais on aime bien dire aussi que la tapisserie est l'ancêtre de la BD. Tu as pris l'exemple donc de la broderie de Bayeux, la tapisserie de Bayeux. On dit que c'est une tapisserie dite séquencée. Alors ancêtre de la BD, oui, dans ce sens-là, on peut le dire. Mais voilà, d'abord un objet de décoration. Et un objet de décoration intérieure. Comment Aubusson est devenu une référence concernant la tapisserie? Est-ce que ça date du Moyen-Âge? Comment on peut dire désigner Patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, voilà. Effectivement. Ouais. Alors, immatériel, c'est-à-dire que c'est le savoir-faire qui est classé, non pas les tapisseries elles-mêmes, savoir-faire qui s'est transmis depuis la fin du XVe siècle. Parce que la plus ancienne, c'est une dame, enfin c'est pas une dame à licorne, c'est une licorne qui est dans les collections de la cité, qui date autour de 1500. Donc le plus ancien document du milieu du XVe siècle, justement sur Felletin. Donc on a 5 voire 6 siècles de transmission d'un savoir-faire au même endroit, dans la région donc autour d'Aubusson-Felletin. On parle d'atelier de la Marche d'ailleurs. Et ce savoir-faire, quand la tapisserie se vend, donc les choses vont bien, il se transmet. Mais ce qui est assez exceptionnel, c'est que même pendant les périodes de crise, et de crises importantes comme la Révolution française, il n'a jamais cessé de se transmettre. Et la tapisserie toujours repartie, elle renaît de ses cendres à chaque fois. Et donc au patrimoine matériel de l'UNESCO depuis quelle année? Depuis 2009. Yeah, très bien, depuis 2009, voilà. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer voilà, ces différentes étapes-là? La première étape du travail d'interprétation d'un projet, c'est la recherche des matières. Donc là, vous avez un aperçu des matières qui ont été utilisées pour Princesse Mononoke. Donc on a la laine fine, qui est la laine qu'on utilise le plus en tapisserie d'Aubusson, qui est fine et douce. Et donc la laine fine, qui est la plus utilisée à Aubusson, elle permet en fait les mélanges de couleurs. C'est-à-dire que le fil de trame, vous voyez le fil de trame, il est entouré autour de ces petits objets qu'on appelle des flûtes. Et en fait, on fait passer la flûte entre les fils de chêne, qui sont en général des fils de coton. Et donc, le fait d'utiliser une laine fine, ça permet, comme le fil de trame est composé de plusieurs bouts de laine fine, pour Princesse Mononoke, pour traduire la mousse des arbres, on a utilisé cette laine bouclette, donc qui nous a semblé la matière la plus intéressante pour traduire cette mousse. Et puis, on utilise aussi beaucoup le lin, donc une matière végétale. Ici, on n'a que des matières animales, et là, donc, avec le lin, on introduit une matière végétale, et puis la soie. Donc,
Donc, ça, c'est les matières qui sont les plus utilisées en tapisserie. Nadia, c'est les matières que tu teins le plus? Oui. Enfin, oui, c'est de la soie échappe. Oui. Mais pour d'autres projets, d'autres clients... C'est peut-être que j'ai mal compris la notion de mettre plusieurs couleurs. Le mélange, le fait que le fil de trame soit composé de plusieurs bouts de laine. C'est ça. En fait, ça dépend du calibre du tissage de la chaîne. Enfin, du calibre de la chaîne. Selon la grosseur du tissage, on va pouvoir mettre plus ou moins de bouts de laine. On va pouvoir... Il faut, en fait, c'est ce que disait Nadia, il faut trouver le bon équilibre entre la grosseur du fil de chaîne et la grosseur du fil de trame. Après, voilà, selon l'intention qu'on souhaite donner. Si on veut un beau tissu, il faut donner le bon équilibre. Si on veut un tissu complètement déstructuré, là, dans ces cas-là, effectivement, on peut jouer justement sur une différence d'équilibre entre le fil de chaîne et le fil de trame. Le nombre de couleurs, il est illimité en tapisserie à la main. Parce que les tapisseries mécaniques qui sont faites par des machines, là, le fil est envoyé d'un bout à l'autre, mais le logiciel, il a programmé qu'il doit venir dessus là, et sinon il est derrière. C'est la différence entre une tapisserie mécanique et une tapisserie faite à la main. C'est que du coup, eux, ils sont limités en nombre de couleurs. Parce que les fils s'entrecroisent derrière et à un moment donné, ils peuvent pas en avoir, je sais pas, j'ai n'importe quoi, j'ai maximum 30, c'est pas énorme. Parce qu'ils s'entremêlent. Alors que nous, on les utilise, on les coupe et donc on peut en mettre une infinité de matières, une infinité de teintes et c'est précisément une des particularités. Une des raisons pour lesquelles on continue, je pense, à faire des tapisseries à la main. Ouais. Voilà. Du coup, on fait la transition, en petite digression en tout cas sur la partie coloriste. On a parlé des 3 couleurs primaires. Donc déjà, ça c'est est-ce que c'est la première base en fait qu'il faut dire quand tu veux raconter ton métier, qui est que déjà on n'utilise pas des pots de peinture avec des couleurs très différentes. On part d'une base qui est toujours la même. C'est les 3 couleurs primaires. Oui, les 3 couleurs primaires. Après, alors d'abord, je vais dire que je travaille avec des pigments synthétiques, pas naturels. Okay. Donc, du coup, j'ai les 3 couleurs. C'est différent avec. On ne fonctionne pas forcément en trichromie. Enfin bref, si, mais bon, bref. Quasi. Oui, avec des pigments naturels, mais bon, c'est un petit peu différent. Donc, du coup, oui, je travaille avec les 3 couleurs primaires, le même fonctionnement que Delphine dans la pensée. Sauf que moi, j'ai le noir et le blanc, alors que toi... Non, moi, si j'en ai, mais je les utilise pas. Enfin, il n'y a pas de blanc, mais oui, je pourrais foncer avec du noir, mais je fonce pas avec du noir. Donc, les noirs sont des noirs colorés, uniquement faits avec rouge, bleu et jaune. Donc c'est un mélange, qu'est-ce que les gens disent que c'est un mélange des 3? Ouais, que c'est un mélange des 3, mais que c'est surtout ce qui est intéressant, enfin j'ai regardé quelques petites vidéos immersion, etc., c'est qu'il y a un côté, j'avais presque l'impression qu'il y avait un côté instinctif en fait, dans la manière d'approcher à la couleur en fait. Oui, alors en fait, j'utilise donc des colorants et des process qui sont issus de la teinture industrielle. Où en fait vous avez en teinture industrielle on met en place pour obtenir une teinte, on trouve une recette. D'abord il y a toute une phase de recherche pour trouver une recette où on pèse les colorants et ensuite on applique le process. Donc vous n'avez pas de recette, mais est-ce que vous notez combien vous avez mis de jaune, de... Ah bah non plus, effectivement. Oui. Vous n'êtes pas capable de reproduire un lot? Si. À l'œil. En teinture industrielle, quand vous reproduisez la même recette dans le même bain, dans les mêmes conditions, avec la même matière, il y a toujours une légère différence. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du tricot, etc. Vous allez acheter de la teinture, des fils teints par l'industrie. On vous dit prenez tout dans le même bain, parce qu'il y a toujours une légère différence. Et en fait, partant de ça, de cette irreproductibilité de la teinte, je pense que les teinturiers, que c'est pour ça que ça s'est développé comme ça. Les teinturiers ont commencé à le faire à l'œil, parce qu'on peut vraiment être plus précis. Et est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec une présentation sur comment la couleur se fixe par hasard? Excellente transition.
Mais d'ailleurs, moi, je voulais juste dire que du coup, en teinture synthétique, on a 2 process différents pour les fibres animales et pour les fibres végétales. Ce qui rejoint un peu, parce que la chimie derrière, c'est pas la même. Ce qui n'est pas le cas forcément pour les teintures avec les pigments d'origine naturelle. Mais en teinture synthétique, on a 2 process différents. D'accord. Du coup, ça, probablement, les filles en parleraient mieux que moi. Mais pour colorer, il y a toute une classification des différents colorants qui sont utilisés. Donc il existe des colorants directs, acides, basiques, réactifs, de cuve, etc. Donc je ne sais pas lesquels vous utilisez particulièrement. Alors, les réactifs pour les fibres végétales et les acides pour les fibres animales. Les colorants de cuve utilisent des mordants qui sont très peu écologiques. Voilà. Du coup, voilà. Et ben, ça tombe bien parce que l'exemple que j'ai mis, c'est donc un acide, un colorant acide. Donc j'ai schématisé un des acides aminés. Et du coup, j'ai pris l'exemple que vous voyez ici, qui est un acide blue, qui est un pigment bleu. Je ne sais pas si tu utilises celui-ci en particulier. Donc vous pouvez voir sur cette molécule qu'on a des fonctions ici sulfonates, donc avec des soufres, qui du coup vont interagir avec la fonction amine de l'acide aminé et créer une forte liaison. Il y en a qui veulent donner la réponse. Ça soufflait dans le public. une forte liaison ionique. Donc c'est pas une liaison qu'on appelle covalente en chimie. Il existe différents types d'interactions entre les molécules. Donc celle-ci est une liaison ionique. Voilà. Alors que moi, le teinturier me disait, alors tu vois, ce colorant-là, il pousse l'autre. Je lui dis, ils sont dans le métro, ils se poussent. Il me dit, tu vois, le jaune, ça marche aussi pour comprendre. Il pousse le bleu. C'est un bon moyen mnémotechnique, au pire, voilà, si on peut faire le parallèle. Il poussait l'autre vers le... Non, vers la fibre. Oui, quand il me disait que si tu rajoutes un autre colorant quand celui-là ne monte pas, il y en a il a remarqué qu'il y en a qui poussent l'autre. D'ailleurs, j'en profite juste, je fais une petite parenthèse. On a oublié de parler d'une étape très importante dans ton travail, qui est le morsandage. Mordançage. Alors, pardon, je suis un peu dyslexique. Oui. Morsandage, c'est pas joli. Mal, hein, ouais. C'est joli. Mordançage, oui, alors ça s'utilise beaucoup pour les teintures avec des pigments d'origine végétale, naturelle, pardon. Oui. Mais pour les pigments synthétiques, il n'y a pas vraiment de mordançage. Juste du sel, du sulfate de soude, pardon. Et moi je dis du sel. Et de l'acide acétique, donc du vinaigre. Mais pour les colorants acides. C'est tout. Quand j'étais venu dans ton atelier, il y avait quand même une étape où tu trempais... dans l'eau avec du sel. Du sulfate de soude. Du sulfate de soude, d'accord. Faire attention parce que pour la plupart des gens, le sel c'est le NaCl quand même. Du sulfate de soude. Ça se mange moins bien dans la cuisine. Mais ça nettoie bien. Ça... C'est salé au goût. Et un peu, finalement, j'ai envie de dire en ouverture, pour quasiment terminer, vous laissez peut-être aussi 5 minutes s'il y a des questions globales. Non, remarque, je pense que tu peux peut-être rester... Enfin, après, si tu as envie de le faire en assise, en fait, je voulais parler, qu'on parle ensemble à la fin un petit peu de la durée de vie, en fait, finalement, des tapisseries, et en l'occurrence des couleurs, parce que c'est à cela en particulier qu'on s'intéresse aujourd'hui. Est-ce que, donc on en a parlé un peu en filigrane tout à l'heure aussi, mais je le redis, il y a des matériaux qui permettent une durée de vie plus longue pour que la couleur reste la plus vive possible. C'est laquelle déjà, si on peut remettre dans le contexte? On avait parlé de lin, c'est ça? C'était le lin permettait une meilleure fixation de la couleur. Je sais pas. Non, je pense que c'est la fibre en elle-même qui est moins attaquée par les bestioles. Ouais. Mais je ne sais pas au niveau des colorants. Tout ce que je peux dire, c'est que au niveau... Après, c'est différent entre synthétique, les pigments synthétiques et les pigments d'origine végétale. Mais tout ce que je sais, c'est que ça dépend évidemment de la qualité du pigment, mais surtout du process.
Et ça, on vous en parle quand il y a une commande de gens qui disent « je veux que ça dure le plus longtemps possible ». Est-ce que c'est quelque chose... Non, on rigole parce qu'il y a eu un souci de tenue d'un colorant à l'abrasion. Ok. Mais alors nous, à l'inverse, on a des artistes qui sont venus nous demander de faire des... C'était de la peinture à l'époque, non? Des trucs qui se dénaturaient dans le temps, justement, qui avaient une durée de vie limitée, pour avoir un objet d'art avec... une œuvre éphémère. Voilà, un principe... pour que la couleur s'altère. Et Delphine, toi, est-ce que, pareil, dans ton processus de dessin, c'est quelque chose qu'on peut anticiper, ça, le côté altération, ou alors vraiment t'as pas la main sur ça et c'est la nature, c'est comme ça. Non, parce que moi, en fait, je travaille que sur du papier. Ouais. Et le carton, c'est un outil. Les gammes de couleurs peintes, ce sont des outils. C'est vraiment Nadia et les lissiers qui, eux, fabriquent la tapisserie, quoi. Enfin, Nadia fabrique la matière qui va être tissée et les lissiers. Non, mais quand je disais ça, c'était genre des recommandations sur... de toute façon, la tapisserie, ça prend tellement de temps. C'est un objet qui coûte de l'argent, donc effectivement, à part si c'est une volonté de l'artiste qui souhaite qu'il y ait une altération dans le temps, qui veut une évolution des couleurs ou qui veut que la pièce se désagrège au final, sinon on fait tout pour que la tapisserie dure le plus longtemps possible. Et après, il y a tout un protocole à suivre aussi pour faire en sorte que ces pièces-là vivent le plus longtemps possible, conservent leur couleur, ne soient pas mangées par les mites, ne souffrent pas de l'humidité. Enfin voilà, après, il y a plein de... C'est du textile, donc il faut en prendre soin pour qu'il dure dans le temps. Emmanuel, je te propose de nous faire un dernier cours justement sur l'altération dans le temps. Emmanuel... Je ne sais pas si on peut dire un cours, mais en tout cas... L'explication, en tout cas. Ouais. Déjà, pour comprendre pourquoi les couleurs elles s'altèrent dans le temps, il faut comprendre qu'au niveau structuration chimique, il y a des groupements qu'on appelle groupements chromophores, qui vont être des groupements qui vont donner la couleur. Il y a aussi dans la structuration des chaînes carbonées des pigments, je vais inventer un mot, une intercalation. Allez, on va dire que ça passe. On va dire que ça passe. De liaisons, de double liaison et de simple liaison. Et en fait, l'alternance entre ces doubles et simples liaisons va favoriser le déplacement des électrons qui génèrent également la couleur. Voilà. Donc, vous pouvez bien comprendre que si ces choses-là ont une importance, si on dénature à un moment donné ces doubles liaisons ou la structure chimique des groupements chromophores, et ben forcément, la couleur, elle va changer. Alors, du coup, qu'est-ce qui peut détériorer ces fonctions chimiques? Je parle là, pour le coup, que de la chimie, parce que la détérioration physique avec les animaux, les mites, etc., les moisissures et compagnie, interviennent aussi, je pense. Et d'ailleurs, toi, Nadia, dans ton process, tu prévois de l'antimite. Oui. Donc, en chimie, ce qui peut faire varier toutes ces fonctions, va y avoir la lumière, qui va générer des réactions de photochimie. Donc quand tu dis la lumière, pardon, c'est les UV? Les UV, ouais. Ok. Principalement les UV. La température. J'ai une question, j'ai le droit? Vas-y. Et la lune? C'est pas des UV, c'est quoi? Alors là, si quelqu'un a une... Parce que quand on met un tissu, la lune, c'est encore pire que les UV. Alors, ce sont des UV aussi de la lune? Ok. Enfin, la lune, c'est comme un miroir, non? C'est pas ça. Oui. Ah oui, d'accord, elle renvoie la lumière du soleil, donc ce sont des UV. Okay. Merci. Est-ce que je le dis parce j'ai jamais essayé personnellement. Ça n'a pas été dit au micro, faut que je le répète. Ça, c'était une question super intéressante de Delphine. Est-ce qu'on peut bronzer sous la lune? Est-ce qu'on peut bronzer sous la lune? Peut-être un travail de thèse. Faut essayer. Du coup, dans les agents qui peuvent détériorer, il y a aussi l'acidité, puisqu'il y a pas mal, enfin, il y a une molécule très très connue qu'on utilise nous beaucoup en diffusion qui s'appelle les anthocyanes. Dans le jus de chou rouge, par exemple, il y en a, qui est une molécule qui a la propriété de changer de couleur en fonction de son acidité.
Donc si vous prenez du jus de chou rouge, que vous mettez du citron dedans, vous allez avoir du rose. Si vous mettez de la soude dedans, vous allez avoir du bleu. Donc vous pouvez faire toute une gamme de couleurs. Donc vous pouvez imaginer que si vous êtes dans des conditions de pH acide ou basique, vos pigments ou vos colorants vont pouvoir avoir couleurs différentes. C'est les principes en teinture avec des pigments d'origine végétale. C'est comme ça qu'on modifie les teintes. Et puis il y a aussi l'oxygène qui va engendrer des réactions d'oxydation. Voilà, du coup. Merci à vous. On peut d'ailleurs tous s'applaudir tous ensemble. Allez.